Nouvelle édition sur l'URTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. L'examen du BEPC, le brevet d'études du premier cycle, a démarré aujourd'hui au Bénin. Plusieurs centaines de candidats vont à l'assaut de ce diplôme qui sanctionne les études du premier cycle. Les besoins de la banque de sang au Bénin s'élèvent à 100 000 poches par an, mais moins de 80% sont comblés par les donneurs. À suivre dans cette édition, le magazine réalisé en prélude à la célébration de la journée des donneurs de sang le 14 juin prochain. Plus d'un match à jouer et les écureuils pourraient être du voyage de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon 2017. Quels sont les schémas de qualification des écureuils à ce rendez-vous continental? William Bassabi nous édifiera. À nouveau, bonsoir. Bienvenue si vous nous rejoignez. Démarrage ce lundi du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2016. La phase écrite de cet examen a été lancée au lycée technique Koulibaly de Cotonou par le ministre des enseignements secondaires, Samuel Adimi, et Monique Toron nous en parlent. Il n'est pas question d'avoir peur, c'est la même chose. Ce que vous avez fait tout le temps, c'est ça qu'on va vous demander. Restez calme, je pense que ça doit pouvoir aller. Quelques problèmes avec cet élément, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Reste toujours éducation dans les départements du Zou et des collines. L'examen du BEPC a démarré également ce lundi. Candidats et surveillants se sont présentés à l'heure dans les centres de composition ce matin. Gilles Dansou et François Zissou nous en parlent. Brevet d'études du premier cycle BEPC, les épreuves ont démarré ce matin au CEG 1 et 4 de Boycon. Les candidats ont dans leur grande majorité répondu présent. Les surveillances à faire pour les ultimes réglages sur la conduite des chefs centres. Ce matin, nous sommes arrivés dans le collège. Nous avons constaté que tous les surveillants étaient là, sauf qu'il y avait 3 absents. Parmi les surveillants, nous avons procédé au remplacement. Nous constatons que les candidats aussi sont déjà dans les salles. Tout va bien dans le centre du CG4 Boycon. Nous avons au total 40 salles et 12 salles pour modèle long. Donc l'effectif pour modèle long, ça fait 411 et 28 salles pour modèle court. Donc l'effectif est 942. Donc le centre du CG1 Boycon abrite 1353 candidats. Dans le Zou et les collines, tout va bien, du moins pour cette première journée. Déjà ce matin, tous les chefs centres, dans les 47 centres du Zou et des collines, nous ont déjà donné le point du démarrage. En général, tout a bien commencé. Les tout petits problèmes qui sont en train de gérer, c'est les problèmes liés aux cartes d'identité. Bon, à ce niveau, nous leur avions déjà donné toutes les instructions nécessaires pour des cas où les cartes ont été oubliées à la maison. Le chef centre, les parents demandent l'indulgence du chef centre pour ramener les cartes à leurs candidats. Mis à part cela, je crois que nous avons bien commencé dans les départements du Zou et des collines. 3 jours pour affronter les épreuves afin de finir l'année en beauté. On change de registre à présent. L'ONG Divine Connection Worldwide, en partenariat avec l'ambassade des États-Unis, a célébré ce lundi la 2e journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme, une initiative qui vise à attirer l'attention de l'opinion publique sur la stigmatisation à l'endroit des personnes atteintes d'albinisme. Le point avec Rachida Biomama. Changer le regard sur l'albinisme, tel est le combat que mène l'ONG Divine Connection Worldwide. Un engagement renouvelé à l'occasion de cette 2e célébration pour que cessent les mythes,
les fausses affirmations et croyances à l'endroit de cette couche de la population. La raison pour laquelle nous avons pris sur nous la responsabilité de célébrer cette journée avec la communauté internationale est que, au Bénin, nous puissions avoir 0 mort de personnes atteintes d'albinisme pour faute de cancer. 0 meurtre, 0 discrimination, 0 stigmatisation envers les personnes atteintes d'albinisme. Au-delà des préjugés, l'albinos n'est pas un être à part, affirment quelques victimes. À des moments donnés, on te pose nos dossiers dans les structures, ils se disent que bon, ces gens, qu'est-ce qu'ils pourront pour nous? On rejette. Il y a aussi les personnes, nos compères noirs, qui nous prennent comme fétiche, vraiment, de prendre les albinos comme leurs frères. Dans certains milieux, ça a changé. Mais par contre, dans le secrétariat, par exemple, pour eux, c'est des enfants porteurs de malheur, ou bien c'est pour venir liquider leurs parents. Donc très tôt, il faut les liquider. J'ai dit, mais c'est un peu déplorable. L'ambassade des États-Unis, préoccupée par la défense des droits de tous les citoyens, quels qu'ils soient, apporte sa caution à l'initiative. Ensemble et par la mobilisation de tous, y compris des albinos eux-mêmes, nous parviendrions à sortir les albinos de leur isolement, faire entendre leur voix et défendre pleinement leur intérêt. Conférences, débats et projections de films documentaires ont également meublé cette campagne de sensibilisation qui se veut être aussi un appel aux dons en faveur d'une meilleure prise en charge des personnes albinos. Depuis 2004, l'OMS a initié la Journée mondiale des donneurs de sang. Le 14 juin est retenu en souvenir de la date de naissance du médecin biologique qui a découvert et défini les groupes sanguins selon le système ABO. Il s'agit de l'Autrichienne Karl Landsteiner. En prélude à cette célébration demain mardi, la télévision nationale s'est intéressée à l'univers de ces sauveurs de vies humaines. Daniel Ada, Igor Yosso, Jean-Claude James. Je suis venu chercher du sang pour un malade, mais il n'y en a pas. J'ai peur parce que, avant mon retour, quelque chose peut se passer. Avec ce sentiment de peur, Fernand n'a pas le choix. Il devra faire le tour des différents centres de transfusion sanguine pour trouver le sang au risque de perdre son parent malade. Un casse-tête dans un pays où l'offre est toujours en dessous de la demande. Aujourd'hui, les besoins en transfusion dans notre pays tournent autour de 100 000 poches. Mais avec nos efforts, on est encore en dessous de 80 000 poches. L'heure est grave. Il faut agir et vite. L'acte a posé le don de sang volontaire et bénévole. Claude Euphrem a compris le message depuis 25 ans. Son témoignage est saisissant. J'étais au CNHU ici pour visiter un ami malade. Et c'est là que j'ai su que les enfants mouraient à cause du sang. Et des parents qui faisaient de longues queues pour avoir du sang. Et le jour-là, j'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, on est allé à Porte-Nouvelle, à Boycon, pour les histoires du sang de groupe. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? Et il dit, il faut donner du sang. S'il n'y a pas de dons, on ne peut pas sauver des vies humaines. C'est là que j'ai su que vraiment il faut le sang. La médecine a tout fait, mais la médecine n'arrive pas à fabriquer du sang. Mais qui peut en réalité donner son sang? À partir de 18 ans, nous avons la même quantité de sang dans notre organisme, c'est 5 litres. Tout le monde peut donner son sang, tout le monde. Et avant de faire le prélèvement, il y a une consultation pré-don. Si vous n'êtes pas apte pour donner le sang, le médecin ou l'infirmier qui vous a pris va vous dire merci, vous ne pouvez pas donner le sang. Mais si vous pouvez donner, on va vous prélever. Et sachez ceci, hein, quand vous donnez une fois votre sang, il y a un bilan qui est fait systématiquement sur le don, donc vous êtes suivi médicalement. Ah oui, c'est une bonne chose, parce qu'on aura toujours, un être humain a toujours besoin de sang.
pour pouvoir toi-même ou bien ta femme ou bien les enfants ou bien d'autres collègues. En plus de ce bilan systématique, le donneur bénéficie d'autres avantages pour récompenser sa fidélité. Ma fille, qui était malade, qui a été amenée à Saint-Luc, et m'a dit qu'on voulait du sang. Sans ce sang-là, on ne peut rien. Elle était bébé. Et là, j'ai couru directement, j'allais à la maison chercher ma carte, et je m'étais rendu sur les lieux, et on m'a donné l'ordonnance. Et on m'a dit d'aller à la maternité Lagune. Je me suis déporté là-bas. Bon, j'ai cru qu'on allait me prendre de la fortune, mais il me semble que c'est 100 francs, 200 francs, il y a payé le jour là pour amener le sang. Ce mardi, ces sauveurs de vies humaines sont au devant de la scène à travers le monde sous le thème « Le sang, un lien universel ». Un lien qui unit les donneurs de sang et les patients, créant de ce fait une cohésion sociale. Ce thème-là résume en réalité ce que c'est que le sang. Un noir peut donner son sang pour un blanc peut donner pour un noir, un asiatique peut donner aussi. Le sang n'a pas de frontières, le sang n'a pas de race, le sang n'a pas de coloration politique. Je profite de votre micro, monsieur le journaliste, pour demander à tous les Béninois, âgés de 18 ans à 60 ans, de tendre leurs bras, ne serait-ce qu'au cours de cette semaine, pour donner un peu de leur sang. Car ce sont les enfants, les femmes, nos accidentés qui ont besoin de ce sang. À défaut de pouvoir tendre le bras pour le prélèvement, il faut avoir le réflexe prévention, surtout en cette saison pluvieuse où les enfants constituent la cible des maladies. Pour prévenir la transfusion, il faut prévenir les maladies telles que le paludisme, qui est la cause principale d'anémie dans notre zone. Et aussi prendre précocement les suivis des grossesses. Je pense qu'on peut éviter beaucoup de transfusions et beaucoup de personnes ne mourront pas à cause du sang. Comme ce bébé, beaucoup de patients veulent retrouver le sourire grâce à votre sang. Partagez donc la vie, donnez la vie. On quitte l'hôpital pour Abomey Calavi où la population de Womey a effectué ce lundi une descente au ministère de la Justice. Le motif de leur présence s'inscrit dans le cadre d'une situation qui s'est produite à Womey il y a quelques jours en rapport au foncier. Le reportage de Igor Ayoso et Wisdom Blibla. Ils tiennent à leur terre, ces habitants de Womey. Ils disent être victimes d'expropriation dans une affaire foncière. La population se retrouve dans une insécurité notoire du fait de la perturbation perpétuelle de la tranquillité et de la paix sociale dans la cité dortoir qu'est Womey. Ce mercredi 8 juin, dans la matinée, des proches collaborateurs de M. Sokou Mocho, Nestor, viennent tirer à balles réelles sur la population qui a fait 4 blessés graves. Or, cette dernière ne réclamait que son droit. Dans cet élan d'avenir sombre et triste, Monsieur le ministre, nos inquiétudes sont de plus en plus grandissantes et la population implore votre implication totale et de façon imminente dans cette affaire. La revendication des manifestants parvient au garde des Sceaux. Joseph Tchogbenou promet de trouver des solutions idoines. Nous voulons réaffirmer que le gouvernement ne va pas constituer un obstacle à l'exécution des décisions de justice. Mais nous voulons réaffirmer aussi qu'en matière foncière, la loi portant régime foncier a aménagé l'exécution des décisions de justice, a donné des possibilités au gouvernement et aux différents acteurs. Nous allons exploiter toutes ces possibilités. Nous sommes dans un état de droit, mais l'état de droit ne consiste pas à violer les droits des personnes vulnérables. Nous allons faire en sorte de satisfaire vos préoccupations, mais dans le respect des décisions de justice, dans le respect de la loi. C'est pour cela que je voudrais vous inviter votre délégation, inviter la famille Marcos. Nous allons tenir réunion à notre cabinet et nous allons trouver les solutions qui s'imposent. Dans tous les cas, en période de pluie, en saison de pluie,
il n'y a pas d'expulsion. Les manifestants promettent de venir à la charge dans les prochains jours si leur cri de cœur ne recevait pas un écho favorable. Le ministre de l'Énergie et le directeur général de la SBEE sont descendus sur le terrain pour corriger les dysfonctionnements liés à la fourniture du courant électrique. Ils étaient ce dimanche à la CEB et sur le site du groupe Agrico à Bégamin. Plus de précisions avec Amandine Aniambossou. Le calvaire lié à la coupure de courant électrique que vivent les populations béninoises préoccupe le gouvernement. C'est ce qui justifie la descente sur le terrain du ministre de l'Énergie et du directeur général de la SBEE. Première étape de cette sortie, les installations de la centrale électrique du Bénin. Occasion pour le ministre et sa suite de toucher du doigt la réalité et voir si les différentes actions menées pour améliorer la situation sont visibles. Et nous avons pu noter des avancées notables, notamment par rapport à la disponibilité de combustible. Ce n'est qu'un exemple. C'est aussi l'occasion de dire aux populations qu'il y a une différence à faire entre le délestage et les pannes, les incidents qui sont sur le réseau, et également entre les pannes et les interventions programmées. Les interventions programmées qui permettent de faire de la maintenance sur le réseau de façon à permettre une optimisation du fonctionnement des équipements. Pour ce qui relève des pannes, il s'agit des pannes sectorielles. Un dysfonctionnement d'un équipement, nous demande aux populations, et c'est le lieu de leur faire un appel pour qu'ils puissent informer les responsables à tous les niveaux des dysfonctionnements qu'ils observent. Chaque fois qu'il y a coupure, il faut qu'ils se rapprochent du service de dépannage pour signaler la panne. Il revient à mes collaborateurs qui sont chefs dépannage ou responsables de leur préciser quelle est la nature de la coupure. Est-ce que c'est un délestage ou c'est un dysfonctionnement lié à une panne ou c'est une coupure programmée, de façon à ce qu'ils puissent avoir l'information nécessaire pour être plus à l'aise. Cap a été ensuite mis sur le site des groupes MRI et Agrico à Bédoko et Bégamé, des centrales en location qui devraient fournir 80 MW additionnels à la SBEE en cas de baisse de la quantité à l'importation. Il est à retenir de cette sortie que certaines perturbations sont liées aux travaux de modernisation en cours dans le secteur. Un tour à l'université d'Abomey-Calavi, adapter les besoins alimentaires de la population béninoise à la production bovine. C'est l'objectif visé par un doctorant sur la question. La soutenance a eu lieu ce jeudi à l'École nationale d'économie appliquée et de management ENEAM. Bénédicte Posso et Wisdom Libla nous en disent davantage. Cette délibération, le jury l'a déclaré digne du grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en géographie et gestion de l'environnement, avec la mention très honorable avec le président du jury. Le thème de la recherche est basé sur la vulnérabilité et l'adaptation des systèmes d'élevage bovin face aux changements climatiques en cours dans notre pays. Après plusieurs années de recherche sur la question, l'impétrant propose des approches de solutions. Si on ne va pas au secours de nos systèmes de production animale qui a atteint le plafond de la résilience, on aura donc du mal à continuer à avoir de la viande. On finira par dépendre de l'extérieur en matière donc de fourniture de produits animaux, d'où la nécessité de venir au secours de nos systèmes de production animale. Comme innovation, c'est aussi améliorer nos races locales en faisant intervenir la génétique. D'autres innovations, c'est aller à l'alimentation par des concentrés. Le président du jury apprécie les efforts du nouveau docteur. C'est un travail bien conduit sur le plan scientifique et méthodologique. Il n'y a pas eu de tasse là. Donc il est arrivé à des résultats probants qu'on peut utiliser. Il y a des, disons, la suite. Les recherches vont se poursuivre parce que c'est un sujet très vaste, très complexe, qu'on ne peut pas régler en une seule thèse. On va donc continuer les travaux pour deux aspects non encore abordés par ce travail. Avec cette thèse de doctorat de Adam Sounon, les acteurs de l'élevage disposent désormais d'un outil à valeur documentaire utile pour la production animale.
Et on parle de nous-mêmes. Les hommes de l'ombre de l'ORTB ont décidé de faire une pause détente le week-end prochain, le temps de recharger leur batterie. Dans ce cadre, une série de reportages sera diffusée sur ces agents qui n'apparaissent pas à l'écran et qui ne parlent pas sur les ondes. Ce premier numéro nous fait découvrir les services de l'exploitation et de la maintenance. Patrick Benou et Patrick Diosso nous en parlent. Caméra woman, je me préfère derrière la caméra que devant la caméra. Oui. Rosemont ne peut parler du monde en rose que derrière la caméra, comme bon nombre de personnes dites de l'ombre, des agents qui sont par exemple du service de l'exploitation et de la maintenance. Le service d'exploitation et maintenance, c'est un service qui regorge de techniciens. Nous sommes composés de techniciens de différents secteurs d'activité. Nous faisons des productions de toutes sortes. Donc depuis la captation, c'est-à-dire l'enregistrement, jusqu'à la diffusion, nous intervenons. Et pour la captation d'images, c'est la division reportage qui s'en charge. Une division où il y avait 3 subdivisions. Caméraman. Le caméraman est en amont et en aval de tout élément qui passe sur les ondes à la télévision. Preneur de son, éclairagiste. Division où il ne reste que 2 subdivisions. Et encore. Aujourd'hui, nous ne faisons pas tellement la différence entre ces 2 corps de métier sur le terrain. Pour les travaux de studio, et pour les productions, nous reconnaissons la place de chaque corps de métier. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la mixité qui oblige la division reportage à envoyer le cadreur comme le preneur de son pour la collecte du son et de l'image. La division reportage a un système de programmation qui lui est spécifique. Nous avons des positions de réveil, des positions de service général et des positions d'antenne. Quand je parle de position d'antenne, je voudrais parler de ceux qui viennent travailler le soir. Ils viennent à 14h pour rentrer après la dernière édition du journal télévisé. Et quand je parle d'antenne, réveil, c'est ceux-là qui viennent à 6h et ils font de 6h jusqu'à 14h. La position d'antenne réveil. Et les autres positions, c'est les positions de reportage. La division reportage fait partie du service exploitation et maintenance. Un 31 décembre et un 1er janvier. Le 25, en tout cas tous les jours de fête, tu peux être programmé. C'est ta profession qui t'impose ça. Donc je voudrais profiter de cette occasion pour remercier nos familles respectives. D'autres divisions font partie de ce service et seront visitées par notre équipe de tournage dans les prochaines heures. Quittons l'ORTB pour parler religion. La période de Ramadan offre généralement des opportunités d'achat et de vente d'objets de piété. Les lieux de prière sont les endroits de prédilection pour ce type de transaction. Nous nous sommes intéressés à ce sujet à la mosquée de Zongo à Cotonou. Ramato Lawanou et Ibrahim Lawanou nous en parlent. Mosquée centrale de Zongo à Cotonou, un espace de prière aux allures de centre commercial en ce mois de Ramadan. Les objets islamiques de piété sont exposés un peu partout. Djiban, chapeau et djalab. C'est le temps de Karine, les gens aiment bien beaucoup pour acheter. En une heure, nous avons effectivement remarqué que les vendeurs aux emplacements précaires s'en sortent relativement bien. Ça 10 000, ça 8 500. Complet, hein? Oui, complet. Et le tapis. Les clients vont et viennent. Le coût assez moins cher des articles est un sérieux facteur d'attraction. Moi, j'ai l'habitude d'acheter ici. Ça dépend de, comment appelle-t-on, de ce que tu as en main avant d'aller acheter dans les grandes boutiques. Ces qualités-là, nous apprécions ça, nous autres. Alors, vous avez acheté quoi tout à l'heure? Tapis pour prier. Avant là, c'est 5 000, 6 500. Et maintenant? Maintenant, c'est 2 500, 3 500, 4 000. Juste à côté, une boutique beaucoup plus formelle propose les mêmes objets de piété, mais dans un registre plus cher. La gérante reconnaît que sa clientèle habituelle se fait rare en cette période de jeûne. Nous sommes dans la zone portuaire. Les Nigériens, ils viennent faire leurs affaires, ils retournent chez eux. Et là, présentement, ils ne sont pas là. J'avoue qu'on ne les voit pas beaucoup. Et bon, on rend grâce.
Des clients à la bourse légère peuvent parfois frapper à la porte. Il n'est cependant pas question de s'énerver. C'est vrai que quelqu'un veut acheter un tapis de 10 000 francs, tu dis 10 000 francs le prix, il ramène à 3 000 francs tout de suite. Mais il faut savoir se maîtriser et pouvoir offrir le rapport qualité-prix. La vente à l'air libre, cela attire certainement une clientèle plus importante pour des raisons financières. Mais en cette période pluvieuse, des situations désagréables sont à prévoir. La pluie vient de s'annoncer, il faut donc plier bagages. On plie bagages, mais on ne change pas de registre. La Jamaat islamique Ahmadiyya expose depuis ce dimanche le Coran et les œuvres islamiques traduits en plusieurs langues, une opportunité pour les fidèles musulmans de s'approprier les versets coraniques dans les différentes langues en cette période. De jeunes musulmans Awa Sherif et Ramatoulaye Wani. Exposition du Saint-Coran traduit en plusieurs langues en ce mois de jeûne musulman. La Jamaat islamique Ahmadiyya donne ainsi l'opportunité aux fidèles musulmans de s'approprier les saintes écritures en cette période de communion avec Allah. Si vous voyez, nous avons plusieurs ouvrages dans différentes langues. Le Saint-Coran, nous avons traduit, la communauté islamique Ahmadiyya a traduit plus de 70 langues. Pourquoi? Parce que chacun il puisse avoir la copie du Saint-Coran, ce n'est pas en arabe, dans sa langue propre qu'il comprend, il parle, pour qu'elle puisse comprendre les enseignements islamiques. Karim n'est pas de laisser manger à boire l'eau le soir. Karim, ça nous enseigne quelque chose. Karim nous enseigne de comment il faut vivre, comment il faut associer dans la société, comment il faut être de proche des démunis. L'islam, une religion de paix, de l'amour et de l'unité entre les frères. La visite sur les lieux de ce chrétien céleste en est une illustration. J'ai été de passage et j'ai feuilleté quelques livres et ils m'ont donné quelques bouquins aussi et pour ma propre gouverne. Pour moi, la religion ne doit pas être une source de division. Pour moi, la religion, quoi qu'elle est, doit contribuer à la paix et à l'amour. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, même les religions endogènes, nous tous, nous devons prôner la paix et l'amour. Là où il y a la paix et l'amour, je pense qu'il n'y a pas, on brise même le mythe même de la religion. Le Coran traduit en plusieurs langues pour sensibiliser les fidèles musulmans sur la valeur des saintes écritures. Dans les jours à venir, l'exposition sera étendue aux autres villes du Bénin. Une courte prière à l'endroit des fidèles musulmans pour ce mois béni. Parlons des écureuils. Plus d'un match à jouer et les écureuils pourraient être du voyage de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Cette éventualité est sous-tendue par plusieurs schémas que nous présente William Bassabi. Abdoulaye Biochane, assisté du ministre des Sports au Meki, l'entrée des écureuils et du Zalag national. Après la précieuse victoire obtenue par le 11 national ce dimanche face à la Guinée équatoriale, qui maintient le Bénin dans la course à la qualification, l'heure est aux spéculations par rapport aux différents schémas qui pourraient ouvrir les portes de Gabon 2017 aux écureuils. Première réalisation de David Gigla dans cette équipe des équipes. Pour rappel, les 13 premiers des 13 groupes sont directement qualifiés, plus les 2 meilleurs deuxièmes de tous les groupes. Alors que nous avons à l'image le ministre d'État, Abdoulaye Biochane, assisté du ministre des Sports. Que ça frappe, on va voir, il a manqué carrément sa reprise, Stéphane Sesséon. Cela veut dire qu'une victoire en terre malienne lors de la 6e et dernière journée assure à la fois la qualification et la première place aux écureuils. Pour tout autre résultat, il va falloir sortir les calculettes puisque l'Éthiopie dans le groupe J, le Cap-Vert dans le groupe F, le Burkina Faso et l'Ouganda dans le groupe D, ainsi que la Centrafrique et la RDC dans le groupe B, soit 6 pays au total, postulent au même titre que le Bénin aux 2 places de meilleur deuxième. En tenant compte du nombre de points et du goal average dans les différents groupes au terme de cette 5e journée, le Bénin qui totalise 11 points avec un goal différentiel de plus 5 semble être en ballottage avec le Cap-Vert qui compte 9 points avec le même goal différentiel, plus 5, et qui va recevoir à domicile la Libye lors de la dernière journée.
Quoi qu'il en soit, la vérité est sur la pelouse et le Bénin, qui a été déjà qualifié comme deuxième à la CAN, Ghana 2008, peut espérer conclure en beauté cette campagne des éliminatoires par une présence au Gabon l'année prochaine. Dernier sujet de cette édition, Maître Ibrahima Diawara, l'un des avocats de l'ex-président tchadien Hissène Habré, a réclamé ce lundi sa libération immédiate, affirmant que sa condamnation à perpétuité par un tribunal spécial africain à Dakar était nulle en raison d'une irrégularité sur la désignation des juges. Écoutez un extrait des propos de Maître Ibrahima Diawara. Pour être juge dans le cadre des chambres africaines extraordinaires, il faut avoir été juge pendant 10 ans. Or, nous venons d'être au courant que le juge Amady Diouf, qui compose la chambre africaine, ou qui a composé la chambre africaine extraordinaire, ne remplit pas les conditions légales et strictes énumérées par l'article 11.5 du statut des chambres africaines. Parce que ce magistrat, malheureusement, n'a jamais exercé les fonctions de juge. Et que donc, il ne pouvait pas être désigné comme juge dans les chambres africaines extraordinaires. Il a été conseiller technique du ministre Sidiki Kaba, qu'il a choisi en violation des statuts des chambres africaines extraordinaires. Compte tenu de cette illégalité, compte tenu de cette irrégularité et la conséquence qui en découle, à savoir la nullité de la décision qui a été rendue, nous constatons que le président Hissène Habré, encore une fois, est dans une situation de détention arbitraire. Nous allons, après cette conférence de presse, s'occuper à ce qu'il soit mis fin à cette détention arbitraire dont est victime le président Hissène Habré. Je vous remercie. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité, c'est aussi sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité, surtout à vous tous qui nous regardez à Dandopoidji, c'est à abonner dans le zoo. Bonne suite des programmes sur l'ORTB.